Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous allons commencer cette 4e conférence Bordeaux INP donne la parole à ses experts. Juste en introduction, pour ceux qui ne connaissent pas Bordeaux INP. Alors, dans la salle, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais nous sommes filmés et notre vidéo sera mondialement diffusée, donc je vais quand même dire quelques mots sur Bordeaux INP. Donc Bordeaux INP est un établissement d'enseignement supérieur qui, comme tout établissement d'enseignement supérieur, a 3 missions principales: la formation, la recherche et le transfert de technologie. En matière de formation, Bordeaux INP forme essentiellement des ingénieurs. Donc on forme des ingénieurs dans tout un tas de spécialités qui sont regroupées au sein de 5 écoles d'ingénieurs. L'ENSERMA de Méca, qui est l'école qui nous accueille aujourd'hui, autour du numérique, électronique, informatique. L'ENSC, école de cognitique, qui est un peu plus loin. L'ENSTBB, qui fait des biotechnologies. Et puis 2 écoles qui seront mises à l'honneur aujourd'hui lors de la conférence. L'ENSCBP, chimie, physique, matériaux, mais aussi biologie, alimentation. Et l'ENSEGID, environnement, géoressources et développement durable. En matière de recherche, l'établissement a fait le choix de mutualiser sa recherche et ses forces de recherche avec les autres acteurs du site bordelais. Donc nous sommes co-tutelle de 11 laboratoires de recherche qui couvrent les différentes thématiques scientifiques de nos différentes écoles et de nos différentes formations. On est partie prenante évidemment de tous les programmes de recherche au niveau du site et en particulier de l'IDEX, qui est le programme du plan d'investissement d'avenir qui a consacré l'excellence scientifique du site bordelais. Et notre 3e métier, donc, c'est le transfert de technologie. Donc c'est comment amener auprès de la société, auprès des acteurs socio-économiques, les innovations qui sont issues de nos recherches, de nos laboratoires de recherche et aussi de nos élèves ingénieurs et de nos diplômés. Voilà. Donc cette 3e activité, elle est extrêmement importante parce qu'elle est un peu une des caractéristiques des ingénieurs. Les ingénieurs, ça fait ce lien entre les sciences, les technologies d'une part, qui sont dans le monde de la recherche et de l'enseignement, et puis les besoins de la société, de la communauté humaine. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on organise une série de conférences pour justement faire un peu de pédagogie et puis diffuser auprès de l'ensemble de public plus large l'expertise qui est issue des savoir-faire de nos laboratoires et des savoir-faire de nos écoles. Donc c'est la 4e édition, comme je vous le disais, cette année. On en fait une par an. Donc on en a fait une sur les géoressources et les énergies renouvelables il y a déjà 3 ans. Ensuite, on en a fait une sur les objets connectés et leurs usages. L'an dernier, on en a fait une sur la bio-ingénierie. Et donc cette année, on a choisi le thème de l'alimentation durable dans ses différentes facettes, environnement et santé. Donc comment nourrir une population sans cesse croissante, comment la nourrir sainement en respectant la santé des gens qui mangent, et puis comment la nourrir en préservant aussi les écosystèmes et l'environnement. Donc c'est tous ces sujets qui sont vraiment des sujets d'actualité qui devraient concerner tout le monde, qui vont être abordés aujourd'hui par les experts qui sont réunis ici et qui vont vous être présentés par notre animateur. Donc je vous souhaite une excellente conférence et de bien profiter de cette soirée. Merci. Bonsoir, Yann Buanek, je suis journaliste à La Tribune. C'est à moi qui revient d'animer cette table ronde, l'alimentation durable, de l'environnement à la santé. Ce soir, nous allons nous poser des questions. On va regarder un peu devant nous comment nourrir demain 10 milliards d'habitants, comment manger mieux, comment manger plus sain, et puis des questions existentielles. Est-ce qu'on pourra toujours manger du Nutella et du steak haché dans 10 ou 15 ans? Voilà. Cette table ronde se déroulera en 3 temps. Nous interrogerons d'abord sur la notion même d'alimentation durable. Finalement, on parle de quoi? Nous verrons ensuite quels sont les grands enjeux qui doivent permettre d'y répondre. Et enfin, nous verrons comment Bordeaux IDMP s'adapte pour répondre à cette nouvelle donne. Pour nous éclairer aussi sur le sujet du jour, nous profiterons des témoignages de plusieurs personnes, ingénieurs, chercheurs, élèves. Ils sont au premier rang. Je les interpellerai pendant la table ronde pour qu'ils nous apportent leur point de vue. Et nous aurons surtout le plaisir d'entendre nos 4 experts du jour. Ils sont déjà installés à mes côtés. Fernando Leal Calderon, directeur de l'ENSCBP. Alain Dupuis, directeur de l'ENSEGID. Véronique Palais, vice-présidente recherche et transfert de technologie à Bordeaux INP. Et enfin Pierre Couder, directeur général du groupe Euralis. L'idée, c'est que cet échange dure environ 1 heure. Et puis nous donnerons ensuite la parole à la salle pour les questions-réponses. Tout d'abord, chacun à votre tour, en 1 ou 2 minutes, assez rapidement, pour fixer un peu le sujet. L'alimentation durable, pour vous, c'est quoi? Ah, il faut bien que quelqu'un commence. Allez-y. Ça marche. Alors, une alimentation durable, je pense que c'est une alimentation qui est favorable à la santé, et on peut donner une définition de ce qu'est une alimentation favorable à la santé, et qui est issue d'un système de production alimentaire
qui est durable pour la planète, qui préserve la planète. Voilà. Donc cette alimentation, elle va avoir des bénéfices sur 2 fronts. Donc une alimentation favorable à la santé, c'est la définition de l'OMS. Donc c'est une alimentation qui permet le maintien d'un bien-être physique, mental et social. Donc c'est une définition voilà, très précise et très importante dans ces 3 dimensions. Merci. Pour moi, durable, c'est surtout le mot durable. C'est satisfaire les besoins d'aujourd'hui tout en préservant ceux de demain. Et c'est là où on risque d'avoir peut-être quelques écueils pour le futur. Mais sinon, après l'alimentation, il va falloir produire aussi. Donc il faut aussi être en capacité de produire. Voilà ce que c'est pour moi. Merci. C'est difficile d'intervenir en 3e parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne te parle pas. Pour toi, ça va être encore plus difficile. Moi, peut-être pour resituer plus largement, pour moi, il y a 3 piliers dans le développement durable. Il y a un pilier environnemental, sociétal et économique. Sur la partie sociétale, ça a déjà été dit par Véronique, cette alimentation a vocation à contribuer à la santé des populations de façon positive. Mais il y a aussi une dimension quantitative, hein, puisque bon, je pense que ça apparaîtra dans le débat. Nous sommes au niveau planétaire, mondial, dans un régime de démographie galopante. À l'horizon 2050, nous aurons à nourrir entre 9 et 10 milliards d'habitants. Nous devrons produire à peu près 70% de ressources agronomiques supplémentaires par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est un vrai défi, à la fois quantitatif et qualitatif. Après, il y a le volet environnemental, bien sûr. L'agroalimentaire s'appuie sur une filière amont agronomique, agricole, qui doit effectivement produire sans abîmer la planète. Donc il y a aujourd'hui plusieurs types d'agriculture. On va parler d'agriculture bio, on va parler d'agriculture intensive. Il faudra vraisemblablement que toutes ces agricultures cohabitent et en encourageant l'agriculture productive à utiliser moins d'intrants, moins de phytos. Voilà. Et puis il y a la dimension économique. Hein. Il faut que cette alimentation durable crée de la valeur économique dans les territoires. Voilà, il faut qu'elle crée des emplois. Voilà. Pierre Couder. Alors, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je voudrais simplement insister, parce que la définition a été parfaitement donnée, mais je voudrais simplement insister sur le fait que pour une coopérative, l'important, c'est de ramener, comme ça a été dit par Fernando, l'équation au niveau du territoire. Là, on parle des défis des 10 milliards de personnes, de l'alimentation en général, et notre territoire a des atouts à faire valoir et a des actions à mener pour se positionner de façon durable sur ce créneau de l'alimentation durable. On voit bien qu'on est aujourd'hui à un point d'inflexion. On a vécu pendant de très très nombreuses années avec un souci qui était nourrir, déjà. Ça reste encore valide sur beaucoup de continents, plus forcément sur le nôtre, et qu'aujourd'hui on se pose la question de savoir comment nourrir de façon durable avec une population qui change. Et là, le rôle du territoire doit être redéfini. Véronique Palais, il y a une étude qui a été publiée récemment par Lancet qui propose un profil alimentaire pour respecter le développement durable. L'étude tombe à point nommé par rapport au sujet du jour. Quels sont les enseignements, les chiffres clés de cette étude ? Alors, mes collègues ont beaucoup insisté sur l'aspect quantitatif dans cette étude. Eh bien, ce qui est plutôt mis en valeur, c'est l'aspect qualitatif, c'est-à-dire que cette alimentation, elle doit, comme j'ai dit, maintenir une bonne santé. Maintenir une bonne santé, c'est nourrir ceux qui n'ont pas assez à manger aujourd'hui, et c'est aussi nourrir mieux, on va dire, que ce que l'on fait ceux qui mangent trop aujourd'hui, puisque la planète est un peu divisée comme ça. Cette étude, elle nous rappelle qu'il faut réduire certains produits qui sont très consommateurs dont la production est produit du carbone, hein, donc ne cible pas les objectifs de durabilité de la planète. Donc c'est en particulier les viandes rouges. Je vous fais ça à gros traits parce qu'elle donne les choses avec beaucoup de précision. Hein. Elle nous rappelle aussi qu'il faut revenir à une consommation de produits céréaliers complets, puisque pour la santé, les produits raffinés qu'on mange aujourd'hui sont assez délétères. Donc plus de pâtes, plus de pain ? Non, pas plus, mais c'est pas qu'on en mange plus, mais c'est qu'on les mange moins raffinés, moins... C'est-à-dire qu'au lieu de manger de la farine blanche, par exemple, des produits faits de la farine blanche, on va manger de la farine complète, etc. Donc ça, c'est la recommandation. En faisant cela, on conserve les nutriments essentiels et les fibres, parce qu'aujourd'hui, on met de côté ce qui est la très haute valeur ajoutée en fait, de ces produits-là. Elle nous recommande de manger beaucoup de fruits et légumes, ce que l'on dit déjà depuis longtemps.
Elle nous recommande aussi de manger assez modérément des produits laitiers. Voilà. Donc ce profil alimentaire est proposé, est censé convenir à peu près à toutes les sociétés, c'est-à-dire être adaptable à tous les modes de préparation et à toutes les consommations des sociétés. Voilà. Faut-il encore pouvoir produire ces produits-là et les proposer. On entend souvent que demain on mangera des insectes ou des algues. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je dois dire que justement, cette étude y fait référence aux insectes et aux algues, en disant qu'aujourd'hui il n'y a absolument aucun élément scientifique pour dire que ces aliments-là permettraient le maintien d'une bonne santé. Donc ils ne se sont pas prononcés sur une recommandation à propos de ces aliments. Je pense aussi que manger des insectes en particulier, pour certaines sociétés, ça va de soi, parce que c'est déjà une pratique. Pour un grand nombre de sociétés, c'est assez compliqué en termes d'acceptabilité. Et c'est un petit peu pareil pour les algues en réalité, mais moi personnellement, là, si je m'exprime en dehors de cette étude, je pense que les algues représentent un très haut potentiel pour l'alimentation des humains, un haut potentiel nutritionnel et probablement aussi en termes de production, c'est peut-être une solution. Une piste à développer. Une piste, ouais. Il y avait le CES Las Vegas, le salon mondial de l'électronique, il y a peu de temps. L'un des produits stars, c'était le Burger 2.0. Alors c'est du marketing Burger 2.0, mais c'est un burger réalisé à base de plantes qui génère 87% de gaz à effet de serre en moins, qui consomme 75% d'eau en moins et qui nécessite 95% de terrain en moins. Est-ce que c'est ça l'avenir de l'alimentation? Pour moi, ça, c'est la malbouffe, quoi. C'est-à-dire que je veux dire par là que, si vous voulez, on a peut-être effectivement un produit durable, mais un produit qui est extrêmement loin de tous les repères alimentaires des gens. Et je pense que pour correctement s'alimenter, il faut être au plus près de ces repères alimentaires. C'est-à-dire revenir au plus près des produits qu'on connaît, qu'on apprécie. Et un burger, ça se mange avec de la viande. Et si on doit supprimer la viande, supprimons le burger ou mangeons des burgers. Mais enfin, faire des burgers végétaux, je trouve ça assez tordu. On va demander son point de vue à l'industriel qui connaît bien les clients et consommateurs, Pierre Couder. Le hamburger 2.0, les insectes, les algues, est-ce que vous pensez que les consommateurs sont prêts pour ce genre de choses? Moi, je crois que les consommateurs, ils réagissent à un certain nombre de choses. D'abord, est-ce que le produit est bon? Deuxièmement, est-ce qu'ils ont le sentiment d'avoir un bénéfice, qu'il soit d'ailleurs nutritionnel ou de santé ou d'image? À partir de ça, je crois qu'on peut tout imaginer. Alors, je ne sais pas ce que vont devenir les insectes. Je n'ai pas la réponse technique à ce que les insectes représentent des solutions. Ce qui est sûr, c'est que les algues, pour avoir vécu en Asie, en particulier au Japon, ça fait déjà partie de la diète des Japonais. Que les insectes, pour avoir vécu au Mexique, on en mange aussi. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est la base de l'alimentation. Donc, oui, ça existe. Après, il y a une barrière, comme ça a été souligné, culturelle. Je crois toutes ces barrières sont levables, mais en revanche, ça demande beaucoup de temps. Et donc, je ne pense pas qu'en France, on est prêt demain à manger des insectes et des algues de façon directe. Parce qu'il y a un aspect culturel qui fait que je ne suis pas sûr que ça soit adapté aussi à notre mode de consommation. Sur le burger, je partage tout à fait ce qui a été dit. Je crois que il faut absolument qu'on n'essaie pas de singer des produits traditionnels en remplaçant des ingrédients. D'abord parce que pour y arriver, très souvent, on a besoin de rajouter des produits qui n'ont pas un effet positif. Et que revenir à une raison en termes d'équilibre, en termes de quantité, en termes de choix, c'est probablement la meilleure des solutions pour manger mieux demain. Et se rapprocher en plus des sources de production. Les consommateurs portent une attention de plus en plus importante à la qualité de ce qu'ils mangent. L'une des réponses que vous apportez, c'est le bio. Alors le bio chez Euralis, aujourd'hui, ça représente quoi? Alors le bio, aujourd'hui, en termes de production végétale, ça représente 7% des hectares des agriculteurs qui forment Euralis. Alors c'est en croissance forte. Ça représente aujourd'hui un peu plus de 10% de nos productions animales, essentiellement en poulet et en viande bovine. Donc ça reste faible, mais en forte croissance. Après, sur le bio, la réflexion, elle est
là je me place toujours côté producteur et côté territoire. Le bio, nous ne sommes pas tous égaux en termes de production face au bio. Il y a des productions bio qui sont plus faciles dans certaines zones que dans d'autres. Et donc je crois que là aussi, la volonté de Ralis, c'est de se poser la question de savoir quelles sont les productions bio qui sont les plus adaptées aux situations de pédoclimat du sud-ouest, et là effectivement de continuer à investir. Ça représente quel type d'effort ou d'investissement de passer au bio? Alors, ça dépend forcément des cultures, mais tout le monde y serait déjà si c'était simple et pas cher. Donc voilà, où se situe un peu la barre? Alors, il y a des investissements de deux types, essentiellement. Je ne parle pas de la partie transformation et distribution, qui est encore un autre sujet, mais si je regarde de côté coopérative, il y a d'abord les investissements techniques de savoir-faire au niveau des producteurs, et c'est vraiment une adaptation extrêmement forte. Et puis ça demande aussi de développer un nouveau réseau de collecte et de stockage des graines. Et là, on parle d'investissements qui, je ne les ai pas chiffrés au niveau de la région, mais simplement au niveau de Ralis, on sait que ce sont des centaines de millions d'euros d'investissement alors sur les 20-30 années à venir pour assurer le développement de cette filière. Je vous avais indiqué que des témoins allaient prendre la parole. Je donne la parole à Sylvie Olivier, qui va nous parler du bio. Vous êtes ingénieur R&D chez Vitagermine. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, Vitagermine, on ne commercialise que des produits bio. Donc on a deux marques, les marques Baby Bio et la marque Vita Bio. Donc Baby Bio ne fait que de l'alimentation infantile et Vita Bio de l'alimentation pour enfants et adultes. Nous aujourd'hui, donc pour rejoindre ce que disait Pierre Couder, la première problématique qu'on a, c'est que le sourcing, c'est-à-dire l'achat de matières premières en France, en particulier, puisqu'on essaye de sourcer nos matières au maximum en France, on est limité au niveau des quantités. Alors on est une petite entreprise, on n'est pas énorme sur le marché, mais on rencontre déjà des difficultés d'approvisionnement en matières premières en France dans le bio. Et la première difficulté que nous donnent les gens qui produisent, c'est que il faut franchir un moment le cap du passage en bio, parce qu'il faut savoir qu'il faut 3 ans pour passer d'une culture conventionnelle à une culture bio. Et pendant ces 3 années-là, les produits ne sont pas bio. Donc ils ne sont pas rémunérés au prix du bio, alors qu'ils font les efforts de produire de façon bio. Voilà. Donc ça, c'est la première problématique. Merci pour votre témoignage. Une autre réponse qui peut être apportée, c'est la génétique. Alors, le mot, il fait peur en France, mais est-ce que la solution, elle ne passe pas sur ce type de solution pour nourrir mieux et plus de personnes? Alors oui, je ne comprends pas pourquoi le mot génétique fait... parce qu'on est tous produits, tous ici dans la salle, produits de la génétique et d'une hybridation assez naturelle. Donc effectivement, ce qui fait peur, c'est les notions d'OGM, mais aujourd'hui en France, le sujet est tranché, à mon avis, ne reviendra pas sur le devant de la scène. Oui, la génétique peut, par sélection, alors soit avec des méthodes très traditionnelles, soit avec des méthodes un peu plus modernes, sélectionner les individus qui sont soit porteurs de plus de valeur nutritionnelle. On a travaillé sur le tournesol, l'oléique, le linoléique, les hautes teneurs en huile quand on en a besoin. On peut travailler aussi sur la qualité des protéines. Et de notre côté, on peut aussi sélectionner les individus qui sont les plus adaptés à nos conditions de sol et de climat. Et ça, c'est une façon aussi d'éviter soit d'avoir des variétés trop consommatrices en eau, par exemple, ou, même si quand on fait de la sélection classique, on a quand même des limites, soit des individus qui sont naturellement résistants à un certain nombre d'insectes ravageurs ou de maladies, et donc éviter l'utilisation de phytosanitaires. C'est le cas par exemple dans le tournesol, on a des individus qui naturellement sont résistants à un certain nombre d'insectes, et aujourd'hui, en croisant ces individus avec d'autres, on arrive à avoir des générations qui sont résistantes et qui évitent donc d'utiliser des produits phytosanitaires. Les clients veulent manger mieux, ils veulent aussi manger local. Ça, c'est une grande tendance. Pour un groupe coopératif comme le vôtre, très implanté dans le sud-ouest, c'est une aubaine. Alors, c'est une aubaine essentiellement pour les producteurs. Nous, bien sûr, on s'est posé la question, on était vu gros groupe coopératif du sud-ouest, on était vu comme des acteurs exclusifs des filiales longues. Et donc nos adhérents qui souhaitaient s'engager dans les filières courtes nous ont demandé mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?
pour eux, c'était important, puisque c'est un vrai projet personnel de s'engager dans la filière courte. Donc la seule solution, pour nous, c'était de leur offrir ce qui est difficile à construire pour eux, c'est-à-dire un accès aux consommateurs. Nous avons lancé un concept qui s'appelle la table des producteurs, qui est un circuit court. On a ouvert ce qu'on appelle des corners, des petits points de vente dans les magasins Point Vert, hein, qui sont des magasins de distribution de produits agricoles et jardinerie, avec un cahier des charges extrêmement strict, puisqu'en fait, ce sont exclusivement les producteurs de la coopérative qui ont accès à ces points de vente. Nous, on met simplement à disposition l'espace et la partie logistique, et on leur demande en plus de venir présenter et animer le rayon. Ça représente pour nous 7 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé pour les agriculteurs. Ça concerne aujourd'hui pratiquement 300 producteurs dans des domaines variés. On a aujourd'hui 30 corners. On prévoit d'en ouvrir 8 de plus cette année. Et je vous annonce qu'on ouvrira fin février un magasin, la table des producteurs, 100% la table des producteurs. Donc ça ne sera plus un corner dans un magasin Point Vert, à Sainte-Eulalie, donc pas très loin d'ici, avec en plus la capacité à faire consommer les produits sur place. Et encore une fois, j'y reviens parce que c'est un concept. Aujourd'hui, le circuit court, ça existe un petit peu partout. Beaucoup de concepts sont un petit peu, élargis. Nous, on a tenu à ce que ça reste exclusivement dans les mains des adhérents et que la coopérative ne soit que l'organisme qui offre l'espace. On voit également émerger, parfois avec beaucoup de violence, la question du bien-être animal, une question brûlante en ce moment. Est-ce que pour vous, la question du végétarisme ou du véganisme, c'est juste un effet de mode, ou est-ce que c'est une tendance de fond à laquelle il faut impérativement s'adapter ? Alors moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, et ça a déjà été dit, la consommation de viande, et en particulier de viande rouge, est excessive, elle est nocive pour la santé. Donc, tout ce qui retourne vers le développement de l'utilisation des protéines végétales n'est probablement pas une mode, mais est là pour durer. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on regarde ça, ça veut dire que sur la production de viande, il faut qu'on aille vers la qualité. C'est-à-dire que la personne qui a décidé de manger un burger mange un produit qui soit un produit de qualité. Et il faut qu'on se pose la question de savoir comment on va répondre, parce que pour nous, c'est une évidence que ça va augmenter, comment on va répondre à la demande de protéines végétales de qualité dans le futur. Il se trouve qu'en plus, les protéines végétales, que ce soit soja, mais aussi des produits comme le pois chiche, etc., sont des compléments extrêmement intéressants dans les rotations des cultures, hein, puisque ce sont en général des productions qui fixent l'azote dans le sol et qui sont des compléments parfaits pour des cultures céréalières. Donc aujourd'hui, pas une mode, quelque chose qui est fait pour durer, qui présente pour nous, qu'on soit consommateur ou qu'on soit producteur, probablement de grandes opportunités pour le futur. On a beaucoup parlé des produits, je voulais aussi parler du packaging. Parce que l'alimentation durable, c'est aussi moins consommer tous ces produits, tous ces jolis emballages. Comment est-ce que vous vous mettez à la page ? Alors il y a un choix structurel qui a été fait par Euralis, c'est d'être de moins en moins engagé dans la grande distribution et de plus en plus dans des circuits style boucher, charcutier, traiteur. Donc on a une grosse partie de nos volumes qui est fait dans ce réseau et du coup on travaille avec des emballages qui sont des emballages recyclés. Hein, puisque les produits sont mis en place dans les points de vente et on récupère les emballages, c'est une façon de le faire. Sur les produits qui passent par la grande distribution, on a des approches extrêmement classiques, moins d'emballages, des emballages recyclables, et on travaille aussi beaucoup sur des produits frais, voire ultra frais, parce que ça donne, alors ça paraît un peu anecdotique, mais plus la durée de vie du produit est longue, plus l'emballage doit être complexe et compliqué à recycler si on a besoin de le recycler. Donc avoir là aussi des circuits plus courts, des produits plus frais, des réseaux de distribution plus directs, c'est aussi une façon de lutter contre ça. Et puis nous sommes des fervents croyants ou défenseurs des notions aussi de consignes sur les emballages quand c'est absolument indispensable, parce que les pays du Nord qui ont mis ce genre de système en place pour les bouteilles d'eau par exemple démontrent qu'aujourd'hui qu'ils ont des taux de récupération des bouteilles en PET et des taux de recyclage qui sont très très largement supérieurs à ce qu'on peut avoir en France par exemple. On va donner la parole à Alain Dupuis. Vous allez nous parler de la gestion de l'eau. Parce que l'alimentation durable, évidemment, ça exige de mieux gérer cette ressource.
Pour vous qui êtes hydrogéologue, faut-il s'attendre à une raréfaction de l'eau et de l'utilisation? Alors effectivement, la gestion quantitative, la disponibilité en eau, on la vit actuellement avec les affres du climat. On sait à peu près faire sur le climat des 30 dernières années, mais ce sur quoi on tend, c'est vers des changements climatiques, des bouleversements, on appelle ça le changement climatique. Et on parie effectivement sur ce qu'on appelle une baisse de la disponibilité en eau. Et ça, effectivement, ça va avoir des incidences sur la disponibilité. Alors pour faire de l'eau potable, de l'eau d'irrigation et pour tous les systèmes agroalimentaires, mais également pour faire de l'eau industrielle ou utiliser de l'eau industrielle. Et on risque d'avoir ce que l'on appelle, enfin nous communément, des conflits d'usage. Il faudra arbitrer tout ça. Donc on a entendu, ça a été dit, augmentation des populations, plus 70% de production agroalimentaire, avec au moins sur nos latitudes une baisse de la disponibilité des eaux. Comment est-ce que les agriculteurs font pour s'adapter, déjà aujourd'hui et demain? Alors ils ont cette tendance, et elle existe depuis plusieurs dizaines d'années. Déjà les agriculteurs, le monde agricole s'est déjà beaucoup adapté en faisant appel à de l'ingénierie, en limitant les volumes. Alors l'irrigation ne cesse de croître, mais les volumes disponibles et utilisés sont en baisse. Pourquoi? Parce que les technologies déployées se font de plus en plus adaptées à la culture et génèrent ce qu'on peut appeler de l'économie d'eau. Sauf que ça serait bien si on avait un climat constant. Et malheureusement, le changement climatique va nous imposer des gros changements et de disponibilité. Le bassin Adour-Garonne prévoit en 2050 6 fois plus de déficit hydrique qu'actuellement. Donc ça risque d'être, pour vous donner une image, c'est des débits de la Garonne qui vont être divisés par 2. Voilà, 50% de baisse des débits. À partir de là, ça veut dire qu'on va devoir arbitrer, on va devoir gérer de manière différente, on va devoir créer des réserves. Il y a des endroits où pour pouvoir produire, il faudra créer des réserves, il faudra créer de la ressource. Donc on va s'adapter. S'il faut arbitrer, qui peut arbitrer et qui risque de souffrir en premier de cette pénurie? Alors les arbitrages, il y a la loi qui le dit, il y a un ordre pour l'instant. La première des priorités, c'est satisfaire pour une production d'eau potable. Ensuite, c'est l'agriculture et en dernier, c'est les usages industriels, sauf les usages stratégiques. Malheureusement, je peux donner un exemple local. Dans le nord du Limousin, actuellement, on est en déficit hydrique. Il y a plusieurs communes qui ne sont plus en capacité de satisfaire les besoins en eau potable de leur population. Vous avez entendu parler aussi de la problématique du nourrissage des bovins. Il a fait tellement sec cette année qu'il n'y a eu qu'une seule récolte de foin, elle a été insuffisante et là actuellement il y a des transferts de foin du sud de la région vers le nord pour satisfaire les besoins animaux tout simplement. Donc on est déjà on y est déjà quoi, en certains endroits. On y est déjà. Est-ce que ça a été anticipé? Est-ce que le risque c'est pas d'attendre d'être au pied du mur pour bouger? Alors malheureusement par rapport aux prévisions, on avait dit, la conférence de Paris avait dit plus 2,5 degrés qui se traduit par des scénarios climatiques. Et depuis la conférence de Paris, si on regarde les bilans carbone, on est au-delà de toutes les prévisions les plus pessimistes. Autrement dit, on l'a anticipé, oui, mais il n'y a pas eu de réaction, en tout cas. Et pour le consommateur final, il faut s'attendre à quel type de changement? Faudra peut-être s'attendre à des règles d'usage différentes, de l'augmentation des coûts de production, donc des coûts aux consommateurs, tout simplement. Si on parle nutrition, ça peut se traduire comme ça. Je vais donner la parole à un autre témoin, Alexis Lafiché, sur ce sujet de l'eau. Oui, donc je travaille pour le SMEGREG qui porte le SAGE nappe profonde de Gironde, donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux pour le territoire départemental. Et donc le SAGE, assez en amont, puisque c'est l'un des premiers élaborés sur le territoire national, dès le début des années 2000, a mis en place un certain nombre de dispositions pour prioriser notamment les usages. On a la chance en Gironde de posséder de grandes réserves d'eau souterraines. Et donc ça a été un travail de garder les ressources les plus fragiles pour des usages dits nobles, notamment pour l'alimentation en eau potable, et réorienter progressivement les usages autres que sont l'agriculture et l'industrie vers d'autres ressources qui n'ont pas forcément les mêmes critères de qualité
et préserver donc ces eaux souterraines qui ont jusqu'à 20 000 ans sous nos pieds en Gironde, sous Bordeaux. Merci pour ces précisions. Fernando Leal Calderón, à votre tour. Sur l'agriculture, on parle souvent de la question des intrants, des produits phytosanitaires. Comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ces volumes de produits? Oui. Alors effectivement, c'est une question de fond. Les produits phytosanitaires, aujourd'hui, évidemment, on en parle beaucoup. La presse s'est emparée du sujet. C'est une question de fond. On sait tous que ces produits phytosanitaires ont un impact sur les écosystèmes, d'une façon générale, sur l'eau aussi, puisqu'on les retrouve évidemment dans toute la chaîne alimentaire. Donc c'est une question de fond et l'objectif évidemment c'est de ou ne pas les utiliser ou les utiliser le moins possible ou utiliser des produits phytosanitaires qui sont moins traumatisants pour l'environnement. Alors il y a plusieurs stratégies. Il y en a une qui a été mentionnée, c'est le bio, c'est-à-dire qu'on ne les utilise pas ou à minima, c'est une des stratégies. Après il y a une autre stratégie qui consiste à produire des phytos dont le cycle de vie est beaucoup plus court, c'est-à-dire qu'ils sont biodégradables, on peut les utiliser, ils ont une efficacité plus courte, mais ils sont détruits de façon naturelle par l'environnement. Il y a des recherches aujourd'hui dans cette direction. Ensuite, il y a une autre alternative qui consiste c'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision, qui consiste à utiliser des moyens technologiques nouveaux qui sont issus de l'aéronautique ou du spatial, c'est-à-dire qu'on va surveiller les cultures à partir de drones ou d'images satellitaires. On va traiter ces images, on va accumuler des données et on va construire, grâce au progrès du numérique, des outils d'aide à la décision pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils vont dire aux agriculteurs à quel moment, compte tenu de la climatologie, de la météo et de tout un tas d'éléments, à quel moment il faut, par exemple, traiter ou à quel moment il faut irriguer. Et pour optimiser justement la ressource en eau et minimiser l'utilisation des intrants. Et puis il y a une autre stratégie qui a tendance à se développer. Alors ce matin, j'étais même avec Pierre, nous étions avec une entreprise qui s'inscrit dans cette démarche, ce qu'on appelle le biocontrôle, et qui consiste à finalement opposer à des nuisibles, à des insectes nuisibles par exemple, ou des ravageurs, à opposer à ces ravageurs d'une solution bio, c'est-à-dire un virus qui va les éradiquer, ou alors un prédateur naturel de cette espèce nuisible. Avec tout de même des contraintes, c'est que là, il faut comprendre que l'on va introduire dans l'écosystème une espèce, et il ne faut pas que cette espèce quand même bouleverse cet écosystème. Il faut faire attention à ça. Donc voilà, ce biocontrôle-là, c'est une alternative, mais attention à utiliser avec précaution. Voilà, je vous ai fait un petit panorama des stratégies possibles. Ça me va très bien. Est-ce que justement, le risque, ce n'est pas les effets pervers auxquels on ne pense pas en première incidence? Oui, comme je vous dis, le biocontrôle, c'est un exemple caractéristique. C'est-à-dire qu'on a une solution qui répond, qui résout un problème, mais qui pourrait en générer un autre, qui est celui-là. Alors après, par rapport aux autres stratégies, je vois moins de biais. Je veux dire, le bio, le biais que peut avoir le bio, je suis désolé pour la filière, je la trouve très vertueuse. J'ai aucune contre-indication, mais il faut comprendre que le bio, c'est un peu moins productif. C'est une filière un peu moins productive, pas qu'un peu, c'est 20 à 25% moins productive que la filière, et donc avec un coût de production aussi plus élevé. Bon, donc il faut en avoir conscience, ça impacte aussi le consommateur par rapport au budget. Je vais donner la parole à un autre témoin. Olivier Atteilla, vous êtes enseignant-chercheur à l'ENCGID et vous allez compléter les propos qu'on vient d'entendre. Oui, merci. Je vais faire le lien entre ce qu'a dit aussi Alain Dupuis et Fernando Calderón, puisque moi je travaille sur la qualité de l'eau, et notamment en lien avec ces pesticides. Alors, en effet, on a actuellement en France quand même une contamination importante des ressources, relativement peu, même si ça existe, des ressources en eau potable, mais les ressources en eau sont quand même assez contaminées par beaucoup de produits phytosanitaires. On hérite des 30 dernières années d'agriculture productiviste. Les solutions existent, comme on le disait, le bio, etc. Elles sont actuellement de petite dimension. Pourquoi ? Parce que très souvent, en fait, ça demande de revenir
à l'agronomie. Moi, je suis de formation agronome, mais en fait, on nous apprenait surtout à faire des calculs et relativement peu à faire de l'agronomie, c'est-à-dire à comprendre la complexité de l'écosystème. En fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut simplement plus de temps et plus de travail. Donc, ces solutions existent, mais comme on a une contamination existante, en fait, on va prendre ça va prendre beaucoup de temps. Hein. On a au moins 10-15 ans avant d'avoir une décontamination progressive par moins d'utilisation de phytosanitaires. Et c'est une étape assez compliquée. Si on la combine avec une variabilité plus importante et une diminution des quantités d'eau, si on diminue la quantité mais qu'on garde la masse, la concentration augmente, malheureusement. Et donc on va face à de grandes difficultés en termes de concentration de ces produits. Fernando Leal Calderón, on poursuit l'échange. Tout le monde connaît le slogan aujourd'hui, éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Je pense que c'est bien entré dans les mentalités. Comment est-ce que la recherche se met au diapason pour répondre à cette attente ? Bon, alors d'abord, peut-être comprendre, je voudrais expliquer pourquoi on en arrive là. Bon, d'abord, il y a un contexte épidémiologique en France. Il y a des études qui ont été menées qui démontrent que on a aujourd'hui une augmentation régulière de la prévalence des maladies chroniques et qui sont souvent liées à un surpoids, l'obésité. L'obésité est très centrale par rapport à certaines maladies chroniques, le diabète, certains types de cancers, les problèmes intestinaux, même les problèmes de cerveau. Souvent, c'est associé à ça. Donc on a aujourd'hui un problème global de surpoids de la population. Alors après, quand on cherche les causes, évidemment, on va dire l'alimentation fait partie des causes. Mais attention, je tiens à dire que ce n'est pas la seule. Ce serait un raccourci énorme. Il y a bien sûr l'alimentation, mais il y a aussi les modes de vie. Nous sommes passés d'un mode de vie rural à un mode de vie urbain en l'espace d'un demi-siècle, avec la sédentarité, avec du stress, avec des conditions de vie qui font que ça favorise la prévalence de ces maladies. Mais quand même, l'alimentation fait partie des facteurs, il ne faut pas le nier. Alors effectivement, ces produits agroalimentaires transformés, souvent, mais pas toujours, sont, on va dire, surdosés en sucre et en sel. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le sucre et le sel sont des exhausteurs de goût et que souvent, si on n'en met pas suffisamment, le produit est perçu par le consommateur comme étant très fade et il n'est juste pas acheté. Ça, c'est une vraie problématique. Ensuite, parce que aussi, le sucre et le sel sont des auxiliaires technologiques, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui permettent de texturer, de donner du corps, du caractère, enfin, par exemple de la viscosité ou de gélifier. Donc ce sont des auxiliaires de technologie très utiles. Et puis surtout, ce sont aussi des auxiliaires qui permettent de renforcer la sécurité sanitaire du produit. Puisqu'en rajoutant ces espèces, je ne vais pas rentrer dans une description technique, mais on abaisse le potentiel chimique de l'eau et donc on limite le risque de prolifération de micro-organismes pathogènes. Ce sont aussi des agents conservateurs. Donc pour toutes ces raisons, si vous voulez, aujourd'hui, de mon point de vue, globalement, l'offre agroalimentaire industrielle est surdosée par rapport à ces deux éléments. Et peut-être aussi à la question des lipides, mais ça c'est encore un autre débat. Lipides, parce qu'ils sont présents, mais là c'est aussi un auxiliaire, et c'est aussi le côté sapide, c'est-à-dire il y a un côté agréable qui fait que souvent les denrées alimentaires sont un peu surdosées par rapport aux lipides. Et comment est-ce qu'on fait pour proposer des produits finalement qui ont le même goût, qui font plaisir au consommateur ou à son cerveau tout simplement, mais qui sont moins mauvais pour la santé ? D'abord, je pense que je pense que Véronique serait plus à même de répondre que moi, mais je pense que la solution, c'est surtout la diversification alimentaire, ne pas manger tout le temps les mêmes matrices, diversifier, consommer des fruits et légumes, ou si vous voulez, on va dire la concentration de ces espèces est moindre. Après, aujourd'hui, il y a des recherches sur des stratégies permettant de réduire la charge calorique, donc essentiellement les lipides, sans altérer le goût. Parce qu'il est là le vrai challenge. Parce que réduire pour réduire, ça tout le monde sait faire. Mais si c'est pas bon, le produit ne se vend pas. Donc le vrai challenge, il est là. Et ça passe par des solutions de structuration de la matière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les leviers sont possibles. On va poursuivre avec un autre témoin, Claude Adjier, vous êtes enseignant-chercheur à l'ENSCBP. Livrez-nous votre témoignage.
Mais je vais faire la transition avec ce que vient de dire Fernando, c'est-à-dire qu'il existe des stratégies dans l'agroalimentaire pour remplacer ce surdosage en nutriments. Et je reprends l'exemple des lipides qui me permet de rebondir. Comment garder des lipides en quantité moindre dans l'aliment pour conserver le même goût? Ça va être l'utilisation d'agents émulsifiants qui vont permettre de disperser ces lipides. Donc qui dit agent émulsifiant dit de suite additif alimentaire. Donc je sais que c'est un mot qui fait peur. Je voudrais juste dire que les additifs alimentaires, c'est la boîte à outils chimique de l'industriel pour structurer les aliments, remplacer, substituer, améliorer la texture, améliorer les qualités organoleptiques et surtout la beauté du produit. Mais surtout, il ne faut pas oublier, et c'est un mot qui n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant, c'est l'aspect sécuritaire aussi. Parce que sans additifs alimentaires, sans conservateurs par exemple, on n'aurait pas des durées de vie prolongées de produits, des facilités de stockage, et donc on aurait des impacts sur le prix. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que ces outils-là, même s'ils sont mal perçus de la part des consommateurs par des manques d'informations, c'est quand même, ce sont des composés qui sont très utiles. Juste pour vous dire que dans l'alimentation bio, auquel on a beaucoup fait référence, il y a une certaine quantité d'additifs alimentaires que l'on ne peut pas supprimer. Donc ça renforce la nécessité sur 3 aspects importants: la qualité organosensorielle, les aspects technologiques et les aspects sécuritaires, où ces molécules-là sont indispensables. On va demander à l'industriel son point de vue. Comment est-ce que vous faites pour proposer chez Euralis des produits moins salés, moins sucrés, moins gras, que le consommateur a quand même envie d'acheter? Alors, avant de vous répondre, je voudrais juste revenir sur une expérience. Je ne sais pas qui a eu l'occasion d'aller au Japon ou d'y vivre, mais au Japon, tout est petit. Les réfrigérateurs sont petits, les portions sont petites, tout simplement parce qu'on achète des produits alimentaires tous les jours. D'ailleurs, quand vous allez dans un supermarché au Japon, les produits frais, ils sont à l'indice 100 en termes de prix le matin. À midi, ils sont plus qu'à 80. Et si vous y allez à 17h, ils sont plus qu'à 60. Et puis, si vous y allez à 20h, ils sont pratiquement donnés. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a probablement une approche systémique à avoir. La combinaison circuit long, grande distribution, grande quantité, donc produits dont on a besoin d'assurer une durée de vie extrêmement longue, a un impact sur le type d'emballage, sur la nécessité de stabiliser les produits, sur la nécessité d'assurer une stabilité sanitaire très longue. Donc la réponse d'Euralis aujourd'hui, elle est, je vous l'ai dit tout à l'heure, de privilégier surtout les produits frais, même les produits ultra frais. Travailler, alors après on travaille avec la totalité des recettes, ou des méthodes qui ont été sur la matière grasse. Changer la pression d'homogénéisation dans les matières grasses du lait, ça change totalement la perception de goût avec beaucoup moins de matière grasse. Alors après, on a besoin parfois de la stabiliser si on veut que le produit dure longtemps, mais si on le consomme rapidement et localement, on a un effet direct. On travaille aussi, traditionnellement, le goût vient aussi de la cuisson. Mais la cuisson, c'est la partie qui apporte aussi la stabilité bactériologique. Donc on travaille aujourd'hui, on a développé des produits avec une partie cuisson pour avoir le goût et une partie traitement à très haute pression, la pascalisation, pour avoir la sécurité sanitaire. Ça demande là pour le coup une évolution de la réglementation, puisque aujourd'hui ce n'est pas toujours reconnu comme une façon de stériliser les produits. Voilà, la technologie offre aussi beaucoup de solutions. Et puis encore une fois, je crois que la taille des portions, la fréquence d'achat, le non-gaspillage, etc., est aussi une des solutions. Et le côté durable, il est probablement à trouver dans une combinaison de l'ensemble de ces facteurs, mais on comprend bien que ça demande de remettre à plat aussi les habitudes de chacun. Aller avec son vélo tous les jours au supermarché, s'acheter son repas du soir, ce n'est pas le mode de vie des Français pour l'instant. Je crois que ça le devient petit à petit avec l'ensemble du commerce de proximité, mais il y a probablement une remise à plat globale de nos attitudes vis-à-vis de l'alimentation. La question de l'information au consommateur. Alors, je fais partie du consommateur moyen, je crois. On a beaucoup de mal à décoder les étiquettes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle à jouer, peut-être par les industriels, pour que les gens comprennent mieux ce qu'ils mangent? Oui, il y a un rôle. Aujourd'hui, la lecture des étiquettes est compliquée.
Si vous n'avez pas une bonne vue, c'est même pratiquement impossible. Et puis franchement, il y a un certain nombre de produits dont même moi, qui suis pourtant depuis de très très nombreuses années dans le domaine de l'alimentaire, je ne peux pas vous dire exactement à quoi ça sert ni ce que c'est. Je crois qu'il faut simplement viser à les éliminer parce que, ça a été dit, ils sont aujourd'hui souvent indispensables. On n'en connaît pas toujours les effets à terme. Donc je crois que l'objectif, ça va être effectivement pour avoir des étiquettes. Vous savez, quand j'ai commencé dans l'industrie laitière, pour faire un yaourt, on avait droit à mettre du lait, des ferments, du sucre et des fruits. Maintenant, donc c'était simple à lire, hein, l'étiquette. J'ai quand même pas 90 ans. Aujourd'hui, quand vous lisez l'étiquette sur un yaourt, même d'une très très bonne marque, vous avez des concentrés de protéines de lait, de l'amidon, de la gélatine et tout un tas de trucs. Voilà. Donc on a su faire pendant des... Mais à l'époque dont je vous parle, on avait en France la marque dont je parle, qui est Danone, je ne vais pas faire de publicité, mais on n'est pas à la télévision, on est que sur YouTube, avait pratiquement une unité de production par région, et donc les produits étaient faits localement et distribués localement. Aujourd'hui, tout ça a été concentré. Il doit rester deux unités ou 3 unités au niveau français qui servent en plus une grande partie de l'Europe. Et donc, on a besoin d'avoir ce genre de sujet. Et puis, les prix en termes réels ont tellement baissé que la protéine de lait, malheureusement, c'est une protéine chère. Sur ce sujet de l'information, je sais que Véronique Palais, ça vous tient à cœur. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les fake news qui pullulent sur Internet, contre parfois aussi même, je dois le dire, la méconnaissance des journalistes qui ont une culture scientifique très très faible? Je ne sais pas comment on fait. Vous essayez, je crois. Oui, bon, je crois que le travail de fond qu'il faut faire pour ça, c'est d'introduire une éducation nutritionnelle dès le plus jeune âge des enfants. C'est-à-dire qu'il est clair qu'aujourd'hui, l'offre alimentaire est d'une très très grande complexité. Donc la plupart des gens n'ont plus d'éléments, de critères de choix fondés sur, par exemple, les critères de santé ou de salubrité, etc. Donc on entend que les gens sont perdus, qu'ils ne savent plus à quel sens vouer. Et donc il faut qu'ils apprennent à choisir leurs aliments. Et pour ça, je crois que le mieux, c'est encore de démarrer quand on est tout petit. Et donc de mêler le système de l'éducation à ça. Ça, c'est la première chose. Alors après, pour ceux qui sont déjà sortis de l'école, je crois qu'il faut essayer de s'en préoccuper. Je pense il est important que chacun d'entre nous sache ce qu'il mange, donc d'avoir quelques repères, de s'adresser donc à des médias fiables. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que les journalistes ont tendance à vouloir surtout manipuler le sensationnel, à sans cesse expliquer tout ce qui n'est pas bon, et à construire finalement une ambiance de peur et qui conduit à ce que les personnes excluent finalement les aliments. Donc la principale maîtrise de l'alimentation par les Français aujourd'hui consiste à exclure des aliments de leur alimentation. Or, le maître mot de la nutrition, c'est la variété. Donc à chaque fois qu'on enlève un aliment, on diminue la variété et on se nourrit plus mal. Ça, c'est le maître mot aussi. Alors voilà, donc chacun est responsable de soi et à partir de là doit essayer de trouver des informations, on va venir à des débats, aller lire la presse. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça, bon, on va y travailler tous ensemble alors. Pas s'improviser. Très bien. Allez-y. Juste un mot, je partage tout ce qui a été dit, mais il faut savoir quand même qu'avec ces petits outils que certains d'entre vous certainement ont, c'est ultra moderne, il y a des applications aujourd'hui qui permettent d'avoir beaucoup d'informations des gens en ligne. Voilà, donc je crois que ces technologies relativement modernes peuvent aussi aider le consommateur à comprendre et que là, de toute façon, vous posez la question de la position des industriels, mais aujourd'hui, les industriels ont bien conscience que de toute façon, si le travail n'est pas fait, l'information ira directement au consommateur. C'est juste une montée de conscience, mais je pense que les nouvelles générations, je vois maintenant dans les supermarchés des personnes se balader avec leur smartphone et regarder un petit peu ce qu'il y a dans les produits. Et je dois avouer qu'il y a quelques applications qui sont particulièrement bien faites et pertinentes. Donc souhaitons que ça se développe. On va aborder le dernier grand sujet de la table ronde, le rôle de Bordeaux INP. Je vais d'abord interroger les deux directeurs, Fernando Leal-Calderón, Alain Dupuis. Comment est-ce que vous formez vos élèves pour qu'ils s'adaptent aux enjeux de l'alimentation durable? Je commence. Très bien. Alors, il y a plusieurs
va dire plusieurs façons de faire. D'abord, bon, nous avons à l'école des cours, alors nous avons un tronc commun, c'est-à-dire nos formations sont en 3 ans. Pendant les 2 premières années, nous avons un tronc commun. La 3e année, c'est une spécialisation. Alors, dans le tronc commun, nous avons aujourd'hui des enseignements qui sont dédiés à la nutrition et qui sont assurés en partie par ma collègue Véronique Palais. Donc là, on va transmettre aux élèves les fondamentaux sur les notions de nutrition, l'impact santé de certains nutriments sur l'être humain. Donc, il y a ces cours. Ensuite, nous avons aussi mis en place à l'école des cours sur l'éco-conception. Voilà. C'est à la fois le produit agroalimentaire, mais c'est aussi le packaging, toutes les questions relatives au recyclage. Et nous avons aussi, depuis maintenant quelques années, aussi introduit des cours sur ce qu'on appelle l'analyse des cycles de vie, c'est-à-dire comment la production d'un packaging ou même d'un produit impacte au niveau des émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation de l'eau, l'utilisation d'énergie. On est dans une démarche aujourd'hui systémique où on essaie d'évaluer l'impact sur la vie pendant toute la durée de vie du produit. Donc on a des enseignements dans cette direction. Et puis il y a aussi une formation par la pratique. Parce qu'en fait, à l'école, nous avons mis en place des projets qui sont organisés au sein d'équipes. D'ailleurs, tout à l'heure, nous aurons un témoignage, où nous demandons à des équipes, pendant une année, pratiquement, ça dure une année, de travailler sur un produit innovant qui répond à un besoin du marché. Donc là, on est vraiment dans la pratique. Et il y a dans ce projet une dimension d'éco-conception. Et le meilleur projet, ou les meilleurs projets, ensuite, sont... on les encourage à participer à un concours national qui s'appelle Ecotrophélia, qui est le concours de l'innovation alimentaire en relation avec l'éco-conception. Et donc l'année dernière, d'ailleurs, nous avons... Vous les interpellez, elles peuvent vous répondre directement. Allez-y, présentez-nous votre projet. Alors bonjour à tous. Donc notre projet s'appelle l'Ampolla. Donc l'Ampolla, c'est un simili-tofu à base de farine de pois chiches, farine d'avoine, fécule de maïs et protéines de pois. Donc, il est issu de matières premières locales, c'est-à-dire origine France, et issu de l'agriculture biologique. C'est un produit qui est riche en protéines et adapté aux besoins des véganes et végétariens. Il se présente sous la forme d'un bloc de 200 grammes et peut se consommer chaud ou froid. Mais surtout, s'il faut retenir une information sur ce produit, c'est qu'il est sans soja et nous allons vous expliquer pourquoi. Donc, suite à des recherches effectuées, nous avons trouvé de nombreux articles qui critiquaient justement le soja. Le soja, il contient des phytoestrogènes, donc qui sont des perturbateurs endocriniens. Il serait responsable également de la perte de biodiversité. De plus, le soja, il envahit de nombreux rayons pour les consommateurs véganes et végétariens, ce qui limite considérablement la diversité de ces produits. Donc, tout en respectant la demande de ces consommateurs et en couvrant leurs besoins, l'analyse nutritionnelle a été vraiment placée au cœur de notre réflexion durant tout le développement de notre projet. Donc l'Ampolla, comme elle a dit Laure, il s'agit d'un produit riche en protéines de qualité, c'est-à-dire comme il est issu d'une complémentation céréale légumineuse qui apporte ainsi tous les acides aminés essentiels. De plus, il est A au Nutri-Score du fait d'une faible teneur en matières grasses et en glucides. Ensuite, nous avons mené donc une démarche d'éco-conception pour développer ce produit. Donc en effet, l'Ampolla est éco-responsable, donc il est issu de matières premières locales et biologiques. Et sa production est réalisée en France, ce qui permet un circuit court et donc un circuit moins polluant. Donc c'est en plus un produit qui est sans ajout d'additifs et auxiliaires technologiques, ce qui fait d'un produit donc Clean Label. Il a une DDM de 1 an, donc ce qui permet de limiter les pertes, contrairement à des produits qui vont être de court DDM. Et de plus, son bilan carbone est 5 fois moins élevé que son principal concurrent, qui est le tofu de soja. Et pour conclure, suite à ce projet, donc nous avons voulu le confronter à des professionnels de l'agroalimentaire et c'est pourquoi nous avons participé au concours Ecotrophélia France et nous avons remporté le prix Coup de cœur nutrition de NutriSense. Eh bien, bravo pour cette réponse en duo. Laure Latapi, Mélodie Schifano, bravo pour ce joli projet. On va poursuivre sur les réponses. Monsieur Dupuis. Alors effectivement, vous l'avez compris, nous, à l'NCJ, on ne travaille pas sur le produit en tant que tel. Le seul produit dans lequel l'alimentation durable pour lequel on travaille, c'est l'eau, qui est à la fois une ressource et à la fois un vecteur de pollution. Donc effectivement, nous, le schéma d'enseignement et de formation est similaire à peu près à ce que Fernando nous a présenté pour l'NCPB.
on va essayer de former nos élèves justement à gérer ces ressources. On les projette, on leur parle déjà du changement climatique, on leur parle de la problématique. Après, quel que soit l'usage, l'idée c'est, je vous l'ai dit au début, il faut satisfaire les besoins. Il faut aussi les préserver pour le futur, parce que le futur, on livre une planète. Il faut encore. Après, on a également toute une notion, et on travaille en collaboration avec d'autres écoles d'ingénieurs sur les problématiques de gestion des pollutions phytosanitaires, d'essayer de les limiter le rôle de vecteur de cette eau, qui est essentielle, parce que si elle ne marche plus, la planète ne fonctionne pas. Donc il va falloir faire ces différents chemins qu'on essaie de les sensibiliser, de les former. Voilà. Et on va donner la parole à une témoin, qui est élève à l'école, Margot Pubonieux. Donc moi je suis en 3e année, mais pas option eau, option environnement à l'ENCGID, et donc je rejoins ce que dit Alain Dupuis. C'est vrai qu'on apprend pas mal de choses dans de nombreux domaines, que ce soit l'environnement, l'hydrologie ou encore la géologie. Mais ce qui est intéressant à l'ENCGID, c'est qu'on peut mettre en pratique ces connaissances parce qu'on a de nombreux terrains qui sont organisés tout au long de notre formation, et ça c'est vraiment formateur parce que ça nous permet d'acquérir des compétences sur le terrain et vraiment de voir ce qui se passe dans la vraie vie, et pas seulement d'un point de vue théorique mais aussi d'un point de vue pratique, et du coup c'est ce qui est intéressant. Et en 3e année environnement aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on partage notre cursus avec Bordeaux Sciences Agro. Et donc du coup, ça nous permet de leur apporter nos compétences et nos connaissances qu'on a pu avoir et acquérir les 2 premières années. Et eux nous apportent aussi leurs connaissances d'un point de vue plus agricole. Voilà. Merci pour votre témoignage. Véronique Palais, les élèves que vous suivez, tous les enjeux dont on a parlé ce soir, la prise de conscience, j'imagine, elle est déjà faite chez eux. Bah écoutez, je m'y emploie. Donc effectivement, en première année, je leur apprends les fondamentaux de la nutrition, à savoir comment notre alimentation couvre notre besoin biologique, de quelle manière. Donc voilà, donc je pense qu'on construit donc pour tous les élèves qui sortent de cette formation un niveau de conscience qui leur permet d'aborder la question de l'alimentation durable demain dans leur emploi. Et puis on forme un certain nombre d'entre eux de façon un peu plus poussée, donc en 3e année, comme l'a dit Fernando. Cette formation qui s'appelle Innovation et Nutrition Humaine a pour vocation de se sensibiliser à la formulation d'aliments santé, qui est donc un des piliers de cette alimentation durable. Donc je pense qu'avec tout ça, on délivre sur le marché des ingénieurs qui ont effectivement la capacité, les connaissances et les compétences nécessaires pour aborder cette question au sein de leurs entreprises, les entreprises dans lesquelles ils seront employés. Alors parmi les entreprises où ils seront employés, il y en a peut-être une qui est là, représentée sur scène. On va directement lui poser la question. Monsieur Couder, qu'est-ce que vous attendez des ingénieurs que vous recrutez ? Alors d'abord, c'est assez classique. On attend d'abord l'excellence académique. Bon, là, je crois qu'on a ici tout ce qu'on peut souhaiter en termes d'excellence académique, dans des domaines en plus qui sont très intéressants pour Euralis. Après, moi, je rajouterais peut-être sur l'excellence académique un petit peu 2 volets. Il y a à la fois apprendre, et pour moi, ce qui est important, c'est apprendre à apprendre. Parce que les générations qui sont formées actuellement ont devant elles 40 années de travail. Dans 40 ans, le même débat ici, avec d'autres personnes, je pense, sera fait avec des connaissances, avec des outils, avec des réalités. Le réchauffement climatique sera probablement devenu une réalité, mais avec des contours. Donc voilà, je crois qu'il faut ça fait partie quand même de l'excellence académique française, d'avoir à la fois des compétences solides, mais aussi de garder toujours cette capacité critique, cette capacité logique qui permet de continuer à apprendre. Le deuxième élément, et ça c'est plutôt lié à mon expérience internationale, un souhait, c'est d'avoir une composante économique plus forte aux côtés des compétences techniques ou scientifiques. Je vais prendre un exemple. Il se trouve que j'étais en Argentine en 2001, qui a un lien avec ce dont on a parlé, par exemple l'éco-emballage, les emballages, etc. Et il se trouve qu'en l'espace de 2 semaines, tous les emballages perdus ont complètement disparu du marché. Parce qu'ils étaient sourcés en dollars, et le dollar est devenu d'un jour au lendemain 4 fois plus cher, que la main-d'œuvre est restée en pesos, et que du coup,
recycler les emballages, récupérer les emballages. Coca-Cola a lancé toutes ses bouteilles en PET retournables. On dit ça en français, hein, retournable, je ne sais pas comment on dit, recyclable, enfin consigné en français. Voilà. Donc, je veux illustrer par ça le fait que la recherche de la solution, de la bonne solution, du bon produit, c'est toujours intéressant, mais ça se fait, je l'ai dit tout à l'heure, dans un système, et la variable économique est une vraie variable. On parlait du bio tout à l'heure, on a du mal à sourcer en France. C'est clair qu'aujourd'hui, quand on doit investir 10, 20, 100 millions pour créer une filière, si on n'a pas la visibilité sur la rentabilité à terme, c'est difficile de le faire. Voilà. Et ça, c'est probablement quelque chose qu'on peut continuer à renforcer. Et puis le troisième élément, mais pour avoir discuté avec Fernando, c'est l'expérience en entreprise, alors pas pour l'entreprise elle-même, mais plutôt pour la partie relation, puisque finalement, on voit bien que les sujets dont on a parlé aujourd'hui, ce sont des sujets multifactoriels, et que l'ouverture à d'autres compétences, à d'autres métiers dans l'entreprise sont extrêmement importants. Et ça, pour moi, les stages, qui représentent, si j'ai bien compris, un tiers du cursus ici, sont extrêmement importants. Je ne peux encourager que les membres de l'école à être curieux, à prendre des risques, parce qu'on en a besoin. Ce qui est sûr, c'est que demain ne ressemblera pas à aujourd'hui, donc on va se tromper, mais il faut le faire avec beaucoup d'enthousiasme et de bonne humeur. Vous nous avez décrit un peu le profil des ingénieurs que vous recherchez aujourd'hui. Comment est-ce que vous dialoguez avec une école comme Bordeaux INP pour que tout ça soit en phase? Alors on le fait via la participation à des campus. Et puis nous avons un programme, alors je ne sais pas si on a déjà pris contact avec Bordeaux INP là-dessus. Chaque année, nous avons un programme qui s'appelle Runners. Nous embauchons une douzaine de jeunes ingénieurs à la sortie de leurs écoles. Un tiers issu de la filière agri-agro, un tiers de la partie technique et un tiers de la partie économique, hein, école de commerce. Et l'objectif est en fait de leur faire un parcours rapide dans l'entreprise, mais pas dans des postes faits sur mesure, dans des postes qui existent déjà dans l'organisation. Donc on leur propose de devenir vendeur, ingénieur en production, chef d'équipe dans les usines, alors pour un temps limité. Et ça, c'est la porte qu'on peut ouvrir pour l'ensemble des élèves de Bordeaux INP. Pour conclure, on a sur scène deux vice-présidents, le vice-président de Agro Sud-Ouest Innovation, donc c'est vous-même Pierre Couder et votre voisin Fernando Leal Calderón. Un petit mot quand même sur ce pôle de compétitivité et comment est-ce qu'il œuvre pour l'alimentation durable. Alors le pôle de compétitivité, on va partager la réponse avec Fernando. Le pôle de compétitivité, l'alimentation durable, c'est le cœur de son activité, puisqu'en fait, il vise à mettre autour de la table l'enseignement, la recherche et les entreprises autour des agrochaînes, c'est-à-dire avec à un bout le consommateur et remonter et travailler sur l'ensemble des étapes, depuis les intrants, les processus de transformation, la génétique, etc. Donc on est aujourd'hui au centre des problématiques. La problématique les problèmes que nous avons évoqués aujourd'hui incluent aussi la distribution, qui ne fait pas partie de notre champ, mais aujourd'hui c'est le sens de notre engagement. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ça répond aussi en partie à la question précédente que vous posiez sur comment une entreprise travaille avec une école d'ingénieurs ou un établissement universitaire. Ça se fait aussi à travers les pôles. Je pense que les pôles sont un point de rencontre unique, avec une vision régionale. Ça aussi, c'est l'avantage, c'est-à-dire qu'on travaille avec des acteurs de proximité et on met autour de la table finalement deux métiers différents, des industriels qui ont vocation à créer de la valeur économique et de créer des innovations, et puis des acteurs de la recherche qui permettent d'aller plus vite et aussi d'éclairer les industriels d'aller plus vite parfois, et d'éclairer les industriels sur des nouvelles technologies, des choses très émergentes. Et donc, je pense que le pôle, il a ce rôle de catalyseur, de rapprocher ces deux univers qui, jusque-là, se parlaient assez peu, finalement. Et voilà, c'est le principal mérite des pôles que de les faire travailler ensemble. Allez. Juste deux éléments de publicité. D'abord, une publicité pour nos régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a quand même un bassin extrêmement riche en termes d'écoles de formation, en termes de centres de recherche et en termes d'entreprises autour de l'agroalimentaire. C'est quand même une des activités, c'est l'activité principale de la région, et ça va depuis le vin jusqu'à la production de canard gras. Le deuxième élément, c'est que ce concept d'Agri-Sud-Ouest Innovation, il est extrêmement moderne. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a accepté le fait que l'innovation de demain
j'ai dit tout à l'heure qu'elle était multifactorielle, elle est aussi multi-acteur. Et que finalement, Agri-Sud-Ouest Innovation, essentiellement des PME, des entreprises de taille intermédiaire, des laboratoires très grands, comme l'INRA, des laboratoires beaucoup plus petits, et cette co-construction, cette co-détermination d'axes de développement, cette co-détermination de projets, cette co-construction de solutions, c'est probablement extrêmement moderne. Alors c'est difficile à faire fonctionner, ça on en est tous le témoin, mais je crois que ça fait vraiment partie des armes dont nous disposons pour effectivement faire face aux défis de demain. Merci à tous les quatre pour vos réponses. On va continuer en demandant à la salle de poser ses questions, si quelqu'un souhaite. Vous pouvez aussi les applaudir. Merci, merci pour eux. Qui souhaite interroger? Alors, je vais vous demander. Le micro arrive. Merci. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces interventions très intéressantes. Je voudrais savoir, je ne sais pas si vous pourrez me répondre, vous n'êtes pas des... Enfin, si, on verra. Qu'est-ce que vous pensez de la permaculture, cette méthode d'agriculture avec une approche systémique qui mélange les cultures, qui laisse les animaux à leur place et qui tient compte de la biodiversité et qui, moi je l'ai vu dans des exploitations en permaculture qui ne diminuent pas les rendements. La question s'adresse à personne en particulier, donc n'importe qui peut répondre, allez-y, pas tous en même temps. Alors, devant vous. Oui, juste un élément de réponse, je ne suis pas du tout spécialiste, mais en fait, on rejoint ces méthodes agronomiques très spécialisées qui finalement font appel au fonctionnement des écosystèmes et qui fonctionnent très bien, avec des rendements qui peuvent même supérieurs aux rendements classiques. Simplement, la grosse difficulté, c'est celle que je soulignais avant, c'est qu'on est avec un besoin en personnel extrêmement élevé. Donc quand on fait le ratio, c'est vrai que c'est difficile, mais après dans un contexte où on a eu justement une évolution de l'agriculture et notamment une évolution des centres urbains, le besoin de production locale, etc., je pense que c'est amené à prendre une place, pas toute la place évidemment, mais une place tout à fait significative dans le contexte qu'il permet, quoi, avec le personnel disponible. Quelqu'un derrière vous a une autre question? Oui, j'ai une question pour M. Couder. Votre voisin a parlé tout à l'heure d'agriculture de précision, et donc vous avez évoqué les aspects, les données, qui peuvent être des données météorologiques, les données du terrain, les capteurs, l'hybridation de ces données avec des données que vous avez, vous, les algorithmes qui peuvent être utilisés. Je voudrais savoir comment une entreprise comme la vôtre, dans quel écosystème finalement mixte elle s'intègre par rapport à l'industrie agroalimentaire, par rapport aux agriculteurs, mais aussi par rapport à l'industrie spatiale et puis aussi par rapport à l'industrie du numérique. Comment aujourd'hui, là aussi, vous co-construisez peut-être des choses pour demain? Alors aujourd'hui, la réponse est très simple. Tous les systèmes et toutes les données, je veux dire, non localisées. Nous travaillons avec des partenaires au niveau national et au niveau international. En revanche, ce que nous protégeons et ce que nous développons, c'est la maîtrise, le partage et l'utilisation des données locales. Voilà. Je pense qu'on a cette vocation-là. Une coopérative, c'est un organisme de proximité. Donc aujourd'hui, tout ce qui va être climatique, par exemple, nous échappe. Je pense d'ailleurs que la bonne échelle pour traiter ce genre de sujet n'est même pas français, même pas régional, même pas français. Il est probablement européen, voire même plus large. Mais qu'en revanche, la connaissance de chaque parcelle et de ses capacités, ça fait partie des choses que nous devons et que nous développons en local. Quelqu'un d'autre? J'ai vu quelques mains se lever. Au premier rang, s'il vous plaît, le micro. Juste sur la permaculture, parce que je ne suis pas un grand spécialiste, mais je veux juste confirmer le fait qu'aujourd'hui, les besoins de main-d'œuvre deviennent de plus en plus le facteur limitant de l'agriculture française. Ça, c'est une réalité. Le deuxième élément, c'est le respect des équilibres naturels. Je pense que ça fait partie des questions qu'on doit se poser, mais
le maïs dans le sud-ouest n'est pas une plante locale. Donc la vraie question, c'est est-ce que les consommateurs sont prêts? Est-ce que les Français, quand on parle de locavore, est-ce qu'on est prêt à abandonner la consommation de maïs? Alors, ici, on en mange assez peu directement, mais s'il n'y avait pas de maïs, il y aurait un certain nombre d'autres productions, en particulier des productions animales. Donc je crois que on est justement dans cet équilibre qui va être nécessaire, parce qu'on sait faire, effectivement, et je suis d'accord avec vous, c'est pas une agriculture de seconde zone ou de rendement dégradé, mais en revanche, ça demande à se reposer une question. Alors là, on parlait de systémique tout à l'heure, presque philosophique, sur ce qu'on veut faire et ce qu'on veut consommer. Au premier rang. Pensez-vous que la lutte contre le changement climatique et le passage à une alimentation plus durable passe par une économie plus circulaire aujourd'hui ou pas? On a parlé des circuits courts tout à l'heure. Je ne sais pas qui veut compléter. Allez. La réponse de principe, c'est oui. Après, je pense que là, dans ce domaine-là, la marge de progrès est immense. Ça, c'est un peu le message que je voudrais adresser. Elle est immense. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore assez imaginatif. Il y a beaucoup aujourd'hui de coproduits de certaines filières qui pourraient servir comme valeur de rentrée dans d'autres filières, et qu'on est très très loin aujourd'hui de cette optimisation. Alors c'est pas simplement les enjeux, ils sont évidemment au niveau environnemental, mais c'est aussi de créer de la valeur économique supplémentaire, parce que si on peut aujourd'hui, par exemple, quand on a des coproduits issus d'une filière, je pense par exemple à la filière oléagineuse, on a des tourteaux, si on les donne à manger aux cochons, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est une valorisation, mais il y a peut-être des valorisations qui apportent une valeur économique beaucoup plus importante. Voilà, donc, mais il y a un champ de réflexion immense. Le domaine du possible est immense. Il faudra faire preuve d'imagination. Mais évidemment, ça va dans la bonne direction. C'est évident. Ça contribue à une meilleure gestion des ressources, sachant qu'en plus, la production de biomasse est considérable, évidemment. Ce qui serait dommage, la façon la plus bête, c'est de la brûler. De la brûler. Alors, si on peut l'utiliser plus intelligemment, évidemment, c'est bienvenu. Il y a une dimension économique qui est énorme. Hein. On vit quand même, je pense qu'il faut qu'on en soit tous conscients, dans une situation où aujourd'hui l'énergie reste peu chère, l'énergie fossile, que ce soit le gaz. Alors c'est un vrai débat en ce moment avec les gilets jaunes et le transport. Donc on voit bien qu'il y a un lien en plus entre alimentation et puis mode de vie, transport et développement urbain, urbanisation, etc. etc. C'est pas le cas partout. Quand vous allez au Japon, l'électricité, le gaz sont significativement plus chers, et d'ailleurs les habitudes des consommateurs, des utilisateurs et des citoyens sont très différentes. Donc il y a vraiment un choix de société, mais oui, je pense qu'on ne fera pas l'économie d'une remise à plat, et donc l'économie circulaire devra jouer un rôle plus important. Y a-t-il une autre question? Madame, alors je suis désolé, mais le micro est devant, il va arriver. Bonsoir. Moi, ce n'est pas tellement des questions, c'est plus des remarques par rapport à tout ce que j'ai entendu. Je représente juste une petite entreprise. Et moi, il y a un mot durable qui, pour moi aussi, je ne l'ai pas entendu ce soir. C'est durable, ça veut dire que ça nourrit celui qui produit le produit. Et ça, c'est une notion, l'humain, il est là, quoi. Je veux dire, ça, c'est super important. Il faut que le producteur vive de sa production. Ça, c'est un élément, pour moi, incontournable. Après, je voulais rebondir sur les ajouts et les additifs. Sel, sucre, il y a aussi une notion qui n'est pas apparue, mais c'est une notion de coût. Le prix du sucre, de la tonne de sucre, moi je travaille des légumes, je peux vous dire que le prix du sel, la tonne de sel, c'est pas la tonne du légume, quoi. Voilà, il y a une notion importante. Alors ça explique aussi pourquoi on sursale, on sursucre, voilà. Et ça va faire un lien avec ce que vous disiez, madame. Je pense qu'au lieu d'apprendre à lire les étiquettes, avant on apprenait à cuisiner à l'école. Voilà. Donc si vous apprenez à savoir couper une tomate, un légume et à savoir l'utiliser, je pense que c'est plus intéressant que d'avoir une application dans son smartphone. Ça n'empêche pas, on peut avoir les deux, mais franchement, je pense que la base, elle est là. Voilà, si on revenait simplement aux fondamentaux, ça serait quand même pas mal.
Madame Palais. Je vais faire une remarque à la suite de la vôtre. Effectivement, apprendre à cuisiner et surtout revenir aux produits. Je pense qu'il y a beaucoup d'études qui sont sorties récemment qui montrent que les produits ultra transformés sont en lien direct avec les problèmes de santé. Et là, on ne parle pas de bien-être, on parle de maladies. Fernando a parlé d'obésité, de cancer, c'est exactement ça. Toutes les maladies chroniques non transmissibles qui explosent dans nos sociétés. Donc, il faut, je pense, manger très varié et diminuer les produits transformés dans notre alimentation. Voilà, ça c'est je pense, et ça supposera un changement sociétal, c'est sûr. Enfin, moi, je voudrais simplement qu'on ne se trompe pas de débat. Il y a probablement des gens qui ne savent pas cuisiner. Mais je crois que le problème aujourd'hui, ce n'est pas que les gens ne savent pas cuisiner, c'est qu'ils ne veulent pas cuisiner. Je crois qu'il y a un choix volontaire qui est fait de dire je vous assure, quand je vais chez McDo, je sais que c'est pas bon. Hein. Et je sais me faire une ratatouille de légumes avec des légumes, mais je fais le choix d'eux. Donc, vous parliez du sel, effectivement c'est moins cher, le sucre aussi, mais il y a une réalité, et ça pour l'avoir essayé, vous enlevez le sucre dans de la danette, vous n'en vendez plus. Alors après, en plus c'est économique, donc ça va très bien. Mais les entreprises finalement agroalimentaires aujourd'hui sont relativement... il y a un plan de nutrition santé en France depuis de très très nombreuses années. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail qui est fait pour s'y rapprocher, mais à chaque fois avec le risque de perdre des consommateurs. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Apprendre à faire, c'est vrai, mais je pense qu'aussi il y a une notion de... j'ai parlé tout à l'heure de cette notion de bénéfice. Je pense que le consommateur a besoin de bien comprendre, et ça on a la responsabilité de le lui dire, où est son intérêt. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui est évident. Voilà. On a besoin de lui parler d'une certaine façon. Ouais, vous parliez tout à l'heure des yaourts qui étaient beaucoup plus simples il y a quelques années. Et il y a quelques années, il est très clair aussi que l'industrie agroalimentaire utilisait beaucoup moins de sel et de sucre. Et à commencer par exemple par les boulangers, à commencer par la filière du pain, qui utilise de plus en plus de sel. Si vous allez en Italie, vous verrez que les boulangeries vendent du pain sans sel. Et ça ne se pose même pas en termes de choix. Il y a beaucoup de régions, en Toscane par exemple, vous ne trouvez pas ou pratiquement pas de pain salé. Donc le consommateur, il choisit aussi, et puis il s'est habitué à certains goûts, et puis il est demandeur. Donc c'est vraiment de sa responsabilité aussi. Alors, on vous entend pas sans micro. Vous vous interrogez sur la responsabilité de l'éducation. Voilà. Je crois que ça a été évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une dernière question? Allez, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite interpeller? Une question là-haut, avant de conclure. Bonjour. Du coup, c'était plutôt sur les additifs et les conservateurs. Est-ce qu'ils sont tous mauvais pour la santé ou est-ce qu'il y en a qui, au final, ils sont vraiment utiles et ils sont bons pour la santé? Bon, je vais laisser répondre mon collègue qui est expert à l'ANSES, donc qui est très directement impliqué dans l'évaluation des risques toxicaux de ces produits. Bon, pour répondre à votre question, essayer d'être clair, ce qu'il faut dire, c'est que tous les additifs qui sont actuellement autorisés, je dis bien autorisés, pour une utilisation industrielle, ont été évalués en termes de dangerosité et de risque pour la santé. Donc, ce qui veut dire que s'ils sont inscrits sur une liste positive d'utilisation, ça veut dire qu'ils ont subi une procédure classique d'évaluation du risque associé à leur utilisation. Donc, il n'y en a pas qui soient plus mauvais que d'autres. Ce qu'il faut, évidemment, il faut regarder à long terme ce qui se passe avec l'utilisation de ces additifs. Ils sont réévalués régulièrement par les agences, par les autorités de sécurité sanitaire européennes, puisque c'est réglementé au niveau européen. Donc, tous les 10 ans, ils sont réévalués. Les additifs sur lesquels il y a des points obscurs, des doutes, sont retirés de la liste. Tout ce qui sont conservés, c'est que les agences et les autorités ont évalué l'absence de risque. Alors, après, c'est une question de confiance. Est-ce qu'on fait confiance aux autorités sanitaires ou pas? Si on commence à les dénigrer à bas en voilà, donc c'est sûr qu'après, on n'aura plus la perte de confiance.
Et cette perte de confiance est malheureusement amplifiée par des messages, comme il a été dit tout à l'heure, qui n'ont aucun fondement scientifique, qui sont des messages souvent alarmistes, exagérés, stigmatisants. Et je pense que même l'industrie agroalimentaire fait de temps en temps l'objet de discours qui sont un petit peu défavorables sur ces aspects-là. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais il n'y a pas tous les additifs qui sont autorisés ne sont pas plus dangereux les uns que les autres. Merci. Alors, une dernière question, parce qu'on arrive au terme du débat. Juste un petit complément de question sur cette réponse que vous venez d'apporter. On parle beaucoup dans les pesticides et les phytosanitaires de l'effet cocktail, par exemple, qui commence à être pris en compte pour évaluer justement la dangerosité à long terme dans une complexité beaucoup plus étendue. D'un point de vue des additifs alimentaires, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la prise en compte d'un potentiel effet cocktail sur ces additifs lorsqu'ils sont donc non pas seuls, mais plusieurs dans un aliment, et donc de ces effets de groupe et d'effets croisés entre molécules additionnées? Alors ce sont des points qui sont considérés dans l'évaluation du risque, notamment vous avez l'exemple d'un effet cocktail qui a été mis en évidence en 2007 dans une étude qui a été publiée dans un journal très sérieux qui est The Lancet, où il a été démontré que l'association de plusieurs colorants azoïques, c'est-à-dire des colorants de synthèse, entraînait des hyperactivités chez les enfants. Donc il y a eu, bien entendu, des mesures de gestion du risque associées à ce risque qui a été soulevé, c'est-à-dire que ces colorants-là ont été réévalués, seuls, en mélange, et il y a eu des actions, c'est-à-dire on a diminué les valeurs toxicologiques de référence associées à certains d'entre eux, ce qui a permis de diminuer, bien sûr, les doses d'utilisation, donc réduire le risque. Et depuis, il y a aussi obligation d'étiquetage sur les produits qui contiennent ces colorants-là, par un avertissement à l'usage des parents qui achètent les produits, parce que ce sont souvent des confiseries ou autres, en mentionnant qu'il y avait des risques sur l'hyperactivité des enfants. Donc il y a un message d'alerte, il y a une prise de conscience, il y a une mesure de gestion de risque. Et bien sûr, il y a des programmes de recherche pour essayer de substituer ces additifs par des additifs beaucoup plus naturels, entre guillemets, bien que le mot naturel ne soit pas forcément exempt de danger. Et donc il y a pas mal de recherches sur remplacer ces additifs par des extraits de plantes, style extrait de betterave ou autre. Donc il y a une prise de conscience, évidemment il y a une inertie qui est importante, parce qu'on ne met pas du jour au lendemain des procédures de test en toxicité qui vont pouvoir répondre à ces besoins, mais cette conscience cette stratégie est adoptée par les agences d'évaluation. Et je voudrais finir sur le... Rapidement. Oui. Rapidement. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on regarde un bilan un petit peu pour conclure de l'état de la qualité et de la sécurité sanitaire de nos produits dans nos assiettes, vous regardez les données qui viennent d'être publiées par les études d'exposition de l'ANSES, on a quand même, et on peut en être fier, je pense qu'on a une qualité d'aliments en termes de sécurité qui est quand même assez satisfaisante. Pierre Coudert, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, moi je voudrais rebondir sur ce débat parce que là c'est pas l'expert qui parle, c'est plutôt le consommateur. Je trouve que ce genre de débat, pour moi, il est extrêmement anxiogène. Parce que là, on a deux experts, l'un qui dit tout est bien fait, et l'autre qui dit vous avez mesuré ceci ou cela. Moi, je pense que ce débat, il est bon, il faut qu'il existe. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est, plutôt qu'on se pose collectivement, c'est pourquoi on met des additifs et à quoi ressemblerait le monde si on décidait qu'on n'en veut pas? Voilà, je parlais tout à l'heure d'approche systémique, et cette question-là, il faut qu'on se la pose, parce que ça évite d'avoir un dialogue. Moi, je ne connais ni l'un ni l'autre des experts, donc je les crois tous les deux, hein, j'ai pas de souci. Mais je ressors de là en disant, finalement, sur les additifs, je ne sais pas très bien. Il y a un effet cocktail dans certains cas, etc. Alors que la question qu'on doit se poser, encore une fois, comme acteur économique, individuel et collectif, c'est est-ce qu'on a quelque chose à faire pour que ce sujet-là soit traité différemment? Puisque finalement, ces additifs, l'humanité s'est développée sans additifs. On est tous nés de parents qui ont eu des parents, etc., et qui ont mangé quelque chose un jour, il n'y avait pas d'additifs dedans. Alors, ils mouraient plus jeunes, c'était pas parfait, etc., etc. Mais c'est pas une fatalité, les additifs. Or, je pense qu'aujourd'hui, le débat, il faut vraiment qu'on le centre là-dessus. Et si je reviens sur Agri-Sud-Ouest Innovation, et c'est pas pour faire un coup de pub à la fin, mais justement, le but des agrochaînes et les rendre durables, c'est aussi se poser la question sur tout ce qu'on a ajouté
à l'agriculture, la chimie pour rendre le travail plus facile, etc., etc. Aux aliments, parce qu'il faut qu'ils durent maintenant, on garde du pain pendant des mois, etc., etc., y compris d'ailleurs des pains bio. Hein. Moi j'en achète, c'est très bon, mais je l'achète surtout parce que c'est pratique. Je le garde même pas au réfrigérateur, il se conserve très longtemps. Voilà, et je crois que aujourd'hui, pour moi, on est à un point d'inflexion où il va falloir qu'on se repose des questions de fond sur le modèle lui-même et sur l'existence ou pas d'un certain nombre de pratiques. Merci à vous quatre, et je vais donner le micro pour le mot de la fin à Marc Phalippou. Ça va être très court, hein. Bon. Alors pour conclure, je voudrais d'abord remercier tous nos experts pour tout ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui. C'était vraiment des sujets extrêmement passionnants, des sujets qui concernent bien entendu Bordeaux INP par ses activités de formation et tous les ingénieurs qu'on forme et qui doivent répondre aux besoins des entreprises des secteurs agroalimentaires en ayant l'éclairage, les compétences et tout ce qu'il faut là-dessus, mais également des sujets qui concernent tout le monde, comme ça a été dit, en tant que consommateur et pas en tant que professionnel. Et là-dessus, j'ai retenu que ce qui était important d'abord, c'est d'être bien informé, voilà, et que donc ce genre d'événement, c'est aussi fait pour ça, c'est fait pour faire passer un certain nombre d'idées, de messages, d'expertise auprès de tout le monde, et qu'après, il suffisait pas d'être bien informé, mais il fallait aussi adapter les comportements en fonction des informations qu'on avait, et que ça supposait des changements parfois profonds dans les attitudes de chacun.